Bonjour, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par Rose Up Association. Pour celles qui ne nous connaîtraient pas encore, Rose Up est une association qui est là pour informer, accompagner et défendre les droits des femmes atteintes de cancer. Donc, nous vous informons via le Rose Magazine, mais également via via notre site internet rose-up.fr. Nous vous accompagnons via nos maisons Rose Up à Paris et à Bordeaux et en ligne via Ma Maison Rose Up, comme avec ce webinaire que nous organisons aujourd'hui. Et nous défendons vos droits puisque nous sommes habilités à le faire en tant qu'association de patients. Je me présente, je m'appelle Émilie Groyer, je suis journaliste scientifique et aujourd'hui j'accueille le professeur Badoual pour répondre à vos questions sur les cancers liés au HPV. Je vous laisse vous présenter. Bonjour, merci de m'avoir invité. Et c'est vrai que Rose Up est un journal très important et qui prend de plus en plus d'importance dans la divulgation et l'accompagnement des informations pour les soignants aussi et surtout les patients. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de diffusion et une vision de ce que vous faites importante. Alors moi, je suis anatomopathologiste. C'est un métier qu'on ne connaît pas très bien. En gros, quand il y a une opération, quand il y a des biopsies, quand il y a des prélèvements, quand il y a ce genre de choses, eh bien, on fait soit on fait des ablations, soit on fait des biopsies ou même des examens de liquide et on envoie tout ça dans un laboratoire. Et c'est dans un de ces laboratoires que je dirige à l'hôpital européen Georges Pompidou que je fais mes travaux. Alors moi, je travaille surtout sur les cancers qui sont liés, les cancers ORL et en particulier sur les cancers HPV induits. Maintenant, c'est reconnu qu'il y a des cancers ORL qui sont liés au papillomavirus, mais je peux vous dire qu'il n'y a que 20 ans, c'était pas du tout dans la discussion et donc je fais aussi et je mène des travaux de recherche sur ce sujet. Très bien. Oui, donc pour information, on avait fait aussi un autre webinaire avec vous sur les biopsies qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si vous avez des questions sur la biopsie. Alors, on avait préparé des questions en amont, mais je rappelle, 1, 2, 3, je vais y arriver. Je rappelle aux personnes qui nous suivent sur Facebook et via l'application Zoom que vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet QR en bas de votre écran ou en commentaire sur Facebook. Alors, pour commencer, on va déjà commencer par la base. C'est quoi le HPV? Alors, le HPV, c'est en fait un diminutif du Human Papillomavirus ou papillomavirus humain. Donc, c'est un virus qu'on appelle un petit virus à ADN qui est finalement très, très présent et qui est dans une famille de 150, un peu plus de 150 sous-types différents. Et ce papillomavirus, eh bien, il peut être lié à quand il a. Alors, d'abord, ça infecte très souvent l'humain. Et soit au niveau de la peau, soit au niveau de ce qu'on appelle des muqueuses. Alors, les muqueuses, c'est quoi? C'est un épithélium. Alors, l'épithélium, c'est comme la peau, mais sans la kératine. Donc, on va avoir des muqueuses au niveau de la bouche, on a des muqueuses au niveau génital, et puis on a des muqueuses au niveau. Alors, ça, c'est quand on parle. Oui, un petit peu. Vous m'entendez bien? Oui, ça y est, on vous a récupéré. Parce que j'ai un petit gag. Voilà, donc ça, c'est les muqueuses malpighiennes qu'on peut avoir. Alors, il y a des muqueuses autres et on ne va pas du tout en parler, mais il peut y avoir des muqueuses. Alors, qu'est-ce qui est embêtant dans ce human papillomavirus? C'est que ça peut donner des lésions bénignes que vous connaissez parce que ça peut donner au niveau de la peau, par exemple, des verrues plantaires. D'accord. Donc ça, c'est assez fréquent et finalement, c'est très anodin. Comme étant anodin. Et puis au niveau des muqueuses, et en particulier au niveau des muqueuses génitales, au niveau de l'anus et au niveau du fond de la gorge, il y a d'autres papillomavirus d'une famille un peu plus agressive qu'on appelle de haut risque. Et parmi ceux-là, il y en a qui peuvent entraîner des cancers. Voilà. D'accord. Et alors, comment il s'attrape, comment il se transmet ce virus? Par simple contact? Quand on parle du contact de la peau, ils sont hautement transmissibles. On va à la piscine et voilà. Donc ça, c'est les cutanés. Et puis, sur le plan des muqueuses, c'est pareil, c'est très transmissible. Alors, il y a beaucoup de travaux parce que c'est pas si facile que ça, parce que
faut partir du principe que 80% de la population a été infectée à un moment donné par un papillomavirus. Donc, quand est-ce qu'il a attrapé? Généralement, on dit que c'est au moment du début des rapports sexuels. Donc, vers 17 ans, la moyenne est à peu près encore à cet âge-là, enfin encore, reste à cet âge-là de façon générale. Et puis, la transmission, alors on dit qu'elle est par caresse sexuelle, c'est-à-dire que de main à organe génital, ça peut ou anus, ça peut. On peut parler aussi d'auto-inoculation éventuellement, en particulier chez les patients immunodéprimés qui ont, par exemple, un portage au niveau par exemple de l'anus et on va le retrouver le même papillomavirus au niveau du col. Un peu comme la peste quand on a un... Et alors le baiser, pour l'instant il n'y a pas de véritablement de travaux qui ont montré qu'il y avait un fort risque par les baisers, en particulier profonds. Donc, il n'y a aucune recommandation d'empêcher les baisers. Et puis, alors, le lait maternel, il n'y a pas non plus, ça n'a pas été très démontré et on n'a pas de preuves. Et alors après, l'utilisation de ce qu'on appelle les somites, c'est-à-dire les objets. Alors, ça peut être des objets pour faire des diagnostics, par exemple l'endoscopie, des choses comme ça. Pas non plus véritablement de contamination massive et de recommandation. De toute façon, ce sont des objets qui sont nettoyés pour ne pas être contaminants pour d'autres virus ou bactéries. Et puis, les objets alors utilisés éventuellement dans des rapports sexuels, pas beaucoup de données. D'accord. Alors, vous l'avez dit, hein, il y a 150 sous-types de HPV. Oui, ou un peu plus. Enfin, voilà, oui. Tous ne sont pas liés au cancer. Et c'est quoi les sous-types les plus liés les sous-types les plus fréquents, il y en a 13, mais ceux qu'on va retrouver le plus fréquemment, c'est le sous-type HPV 16 et HPV 18 et HPV 33. Alors, ça dépend des lieux d'habitation des patients, c'est-à-dire qu'en fonction des localisations géographiques de là où on va aller rechercher, voilà. Mais grosso modo, et de façon générale, c'est l'HPV 16 et l'HPV 18 et avec une prédominance de l'HPV 16 qu'on va retrouver dans la plupart des cancers ou des lésions précancéreuses. Oui, d'accord. Parce que actuellement, donc maintenant, en plus du frottis et de l'analyse de l'aspect des cellules, maintenant on teste le HPV quand on fait des frottis chez notre gynécologue avec un génotypage HPV. Donc il ne faut pas forcément s'inquiéter quand il revient positif. Ça dépend vraiment du sous-type d'HPV qui est retrouvé dans la muqueuse génitale. Alors, oui, donc vous avez vu que maintenant, on ne fait pas de frottis d'emblée. En fait, on fait un frottis, mais d'abord, on fait un écouvillonnage pour aller faire un test PCR. On n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est qu'une PCR. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que chez les femmes qui ont jusqu'à 30 ans, donc entre 25 et 30 ans, il y a tellement de risque ou de chance de tomber sur un papillomavirus qu'on ne fait pas ce test et qu'on fait d'emblée un frottis pour aller chercher les cellules anormales. Parce qu'on considère que l'importance de l'infection à ces âges-là est tellement forte qu'on va stresser pour rien des patientes en leur disant vous êtes porteuse d'un HPV. Et pour autant, alors que je vous ai dit que 80% de la population était contaminée, plus de 80% va être guéri très spontanément en quelques semaines ou mois de cette infection. On ne le sait pas qu'on a été infecté et puis c'est pour ça que de façon aléatoire, on ne sait pas du tout quelle patiente, ou quelle femme va être porteuse et c'est pour ça que ces demandes de tests d'HPV ou de frottis sont pour toutes les femmes parce qu'on ne sait pas qui va avoir et on ne connaît pas très bien les risques à part des immunosuppressions très importantes, de faire des lésions ou pas. Pas de facteurs génétiques, voilà, donc on ne sait pas, et c'est pour ça qu'on fait de la prévention en allant chercher ce virus HPV. Alors, quand on a plus de 30 ans, en effet, on va faire d'abord un test, parce que en fait, ce n'est pas le fait de le retrouver qui doit éveiller. D'abord, il faut
prendre connaissance et d'avoir le virus. En fait, ce qui est important, c'est de savoir à un temps T qu'on le porte et de savoir si on en guérit ou pas. S'il persiste. S'il y a une chronicisation dans le portage, alors on va aller regarder s'il n'y a pas les cellules qui vont se transformer. Entre un moment où on est infecté et le moment où arrivent les lésions, généralement, il se passe plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années. Oui, ça faut bien avoir en tête ce délai entre l'inscription et le développement. Donc, on a compris, hein, on peut être infecté par ces virus. En général, notre système immunitaire nous en débarrasse. Par contre, s'il persiste, ça peut être un peu plus gênant. Et alors, comment un virus peut transformer une cellule normale en une cellule tumorale? Mais ça, c'est la problématique de tout ce qu'on appelle la carcinogénèse, la création de cellules tumorales à partir de... En fait, le virus, c'est comme... en fait, pour qu'une cellule se transforme, alors soit elle a génétiquement un problème, et il y a des réparations de ce qu'on appelle l'ADN qui ne se passe pas bien, ou des mutations qui font qu'elle se transforme. Soit il y a des facteurs externes. Alors, les facteurs externes, on connaît le tabac, l'alcool, le soleil. Et en fait, ils vont attaquer les cellules au niveau de leur brin d'ADN et les empêcher de se réparer ou faire des mutations qui font que... le virus, c'est pareil. Le virus, il va rentrer dans les cellules, et fabriquer s'insérer. Et dans l'insertion de ce qu'on appelle de son génome, de ses gènes, il va y avoir des protéines qui vont être fabriquées et qui vont interagir avec le génome, notre génome, le génome des cellules humaines. Et en fait, ils vont entraîner une dérégulation du cycle de la mitose, du cycle cellulaire, qui fait que, en fait, la cellule, elle ne va plus être capable d'arrêter de se multiplier, et donc elle va devenir, à un moment donné, cancéreuse, parce que à force de se multiplier, elle ne va plus bien se réparer. D'accord. Et alors, quel type de cancer peut provoquer le HPV? Donc, on connaît bien le cancer du col de l'utérus, mais vous le disiez, hein, c'est pas le seul. Alors, dans les cancers, on dit que ce sont des carcinomes, donc c'est des cellules, c'est pas des lymphomes, c'est pas des sarcomes, ce sont des carcinomes. Alors, il y a ce qu'on dit des carcinomes épidermoïdes, c'est ce qu'on peut retrouver dans le compte-rendu d'Anapad, justement, pour faire. Donc, ces carcinomes, on va les retrouver au niveau du col de l'utérus. Alors, et puis, il y a des cols de l'utérus, on a les carcinomes épidermoïdes et les adénocarcinomes, c'est-à-dire les cellules glandulaires qui vont être aussi transformées. Donc, au niveau du col, on peut avoir, et là, après, maintenant, les adénocarcinomes, c'est qu'au niveau du col, mais les carcinomes épidermoïdes, on va les avoir au niveau du col, de la vulve, du vagin, du pénis, de l'anus. Alors, pour l'instant, c'était chez les hommes ou les femmes, enfin, en tout cas, en fonction des organes génitaux externes. Là, l'anus, c'est chez les femmes et chez les hommes, avec des facteurs de risque en numérique, il y a plus de cancers chez les femmes. Il y a plus de femmes qui ont un cancer et parmi les hommes ayant des rapports avec les hommes ont un facteur de risque plus important d'avoir un cancer de l'anus. Et puis après, il y a les localisations au niveau du fond de la gorge, dans une zone au niveau des amygdales. Quand vous ouvrez la bouche, vous voyez derrière ce qu'on appelle la luette, l'uvule. Des deux côtés, on a des amygdales, et ces amygdales qui sont un peu qui sont pas le berceau, mais là où les HPV vont rester et pour lequel il peut y avoir une infection et avoir un cancer au niveau du fond de la gorge. Et là, dans ces cas-là, c'est plutôt les hommes, à 80%, qui ont des cancers du fond de la gorge que des femmes. D'accord. Et j'imagine qu'on ne sait pas encore très bien pourquoi l'anus, c'est plus les femmes, le fond de la gorge, c'est plus les hommes, on ne sait pas encore très bien. Alors, c'est les contaminations. Sur un nombre numérique, il y a plus de femmes qui ont des rapports anaux que les hommes de façon générale. Alors, par contre, au niveau de l'oropharynx, puisque ça s'appelle l'oropharynx, le fond de la gorge, on ne sait pas. Non, pas pour l'instant. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on détecte la présence d'HPV dans un prélèvement comme ça? Quelles
quelle est la prise en charge? On va peut-être prendre l'exemple du col parce que c'est le plus connu. Alors d'abord, vous l'avez très bien dit, chercher si c'est un HPV de haut risque ou de bas risque. Bien évidemment, c'est assorti d'un nouvel examen clinique qui a eu lieu pendant le prélèvement. Et à ce moment-là, on va demander, puisque pendant le prélèvement, il y a eu un frottis, on va demander la mise en place de frottis réflexe. Donc, dans mon laboratoire, normalement, on recevait directement le frottis et puis on l'examinait. Maintenant, dans mon laboratoire, quand un HPV est positif sur le test PCR, je reçois le frottis où on me dit, attention, il y a un portage d'HPV. Et dans ces cas-là, on va regarder le frottis et on va dire s'il y a des cellules anormales ou pas. Et puis, à partir de là, il y a toute une mise en place d'un suivi et en fonction de oui, non, de prélèvement de colposcopie, de faire des biopsies. Et puis après, c'est toute la mise en place de traitements adaptés en fonction de savoir si c'est des lésions précancéreuses ou si c'est un cancer. Et dans ce cas-là, il y a de la chirurgie, de la chimiothérapie et voilà. Est-ce qu'on peut juste rappeler rapidement ce qu'est une colposcopie, parce que c'est pas forcément un... Dans une colposcopie, on va aller regarder le col et avec un instrument pour aller bien le regarder, on va utiliser des colorants. De l'acide acétique, ou d'odorant pour aller regarder les zones qu'on dit de transformation où il y a plus sans rentrer dans les détails, des colorations différentes au niveau du col qui fait que c'est des zones qu'on va aller biopsier plus facilement parce qu'elles sont anormales. D'accord, donc c'est une aide pour savoir où on va aller prélever un peu de... Exactement, pour aller prélever dans les bonnes zones. Voilà. Et donc, si à la suite d'un portage HPV, cette colposcopie ne révèle pas de lésions... On va faire on fait des biopsies. Si les biopsies sont positives, on va proposer en fonction... on va faire des imageries, on va aller regarder l'état d'avancement de la prolifération, si c'est un cancer qui n'a pas ce qu'on appelle franchi la membrane basale, c'est-à-dire pas proliféré et surtout sans un risque de métastase, donc que les cellules rentrent dans la circulation sanguine et aillent dans les ganglions, on va faire des protocoles différents en fonction de l'avancée de la prolifération. Donc, si c'est in situ, si c'est juste localisé au niveau de ce qu'on appelle la muqueuse dont on discute depuis tout à l'heure, on l'enlève et on considère que c'est enlevé et qu'il n'y a pas de risque de métastase puisque ça n'a pas franchi la membrane basale. Et puis, par contre, s'il y a un cancer du col, on va être... il va y avoir des prises en charge plus agressives avec de la chirurgie et puis des traitements complémentaires qui seront adaptés en fonction de ce qu'on appelle le TNM, donc de savoir si la taille de la tumeur et puis s'il y a des métastases ou pas. Et est-ce qu'il y a des traitements, si on est porteur d'HPV à haut risque, mais qu'on n'a pas encore de lésions précancéreuses, est-ce qu'il y a des traitements pour nous aider à nous débarrasser de ces... Pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'y a pas de traitement. Mais vous l'avez bien compris, si on peut ne pas avoir le virus, du coup, on ne fait pas la maladie. Donc, il y a plusieurs choses. Quand on a un cancer, alors les traitements antiviraux, alors j'ai pas parlé d'une maladie qui s'appelle aussi la papillomatose laryngée, qui elle est associée au papillome virus 6 et 11 que l'on retrouvera dans les lésions bénignes au niveau des muqueuses, qui sont les condylomes, les papillomes, parce que je ne vous en ai pas parlé non plus des lésions bénignes, et puis des verrues. On peut aussi l'avoir, même pour les petits-enfants, les tout petits nourrissons, il peut y avoir des lésions bénignes, proliférantes, qui sont parfois très handicapantes et très, très proliférantes au niveau de la cavité buccale et puis au niveau du larynx. Et voilà. Et donc, toutes ces lésions-là, la papillomatose, on peut proposer des traitements antiviraux, mais c'est vraiment, c'est pas tout à fait. Alors, il y a des crèmes qui sont proposées, mais qui n'ont pas vraiment, qui n'ont pas montré une efficacité évidente. Alors, ce qu'on peut faire, c'est vacciner. Voilà. Alors, il y a en plus de la chimio, comme ça on finit,
et la chimio et la radiothérapie. On peut proposer aussi maintenant des immunothérapies. Donc, il y a des protocoles d'immunothérapie pour les cancers du col. Et puis la vaccination. Alors, là, il y a 2 types de vaccination. Il y a la préventive et la curative. Donc, la préventive, c'est pour empêcher la rentrée du virus dans les cellules, puisqu'on a vu que c'est parce qu'elle rentre dans les cellules et qu'elle les transforme qu'il y a un risque de faire un cancer. Et puis, il y a les thérapeutiques. Alors, je vais parler des thérapeutiques comme ça, on ne va parler que des préventifs après. Alors, les thérapeutiques, en fait, le Covid a montré qu'il peut y avoir des vaccins à ARN. Et en fait, c'est beaucoup de travaux qui portaient sur les vaccins anticancéreux sont justement sur des vaccins ARN. Donc là, il y a du coup une avancée plus importante du nombre de preuves de concept et de mise en place de vaccins anticancéreux, mais quand on a déjà anti-prolifération du cancer et de traitement du cancer. Et là, on va stimuler ce qu'on appelle des lymphocytes CD8, qui sont des lymphocytes killers, qui viennent tuer les cellules et qui vont reconnaître les cellules qui sont infectées par le papillomavirus. Et donc, qui vont aller tuer le papillomavirus, mais du coup, la cellule qui a le papillomavirus est donc celle qui est tumorale. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les vaccins thérapeutiques, mais à l'heure actuelle, on n'est que sur des essais. Oui, c'est Pas ça. du tout des traitements. En Voilà. phase un peu précoce clinique, ouais. Voilà. Et donc, après, il y a la vaccination prophylactique. Et la vaccination prophylactique, elle empêche le virus de rentrer dans la cellule. Alors, comment on va l'avoir? C'est avant les moments où on risque de se contaminer, donc avant les rapports sexuels. C'est pour ça qu'on propose les vaccinations assez tôt, à partir de 11 ans chez les petites filles et chez les petits garçons, jusqu'à 14 ans, révolus, 2 doses. Et puis après, il y a des possibilités de rattrapage de 15 à 20 ans sur 3 doses, un schéma de 3 doses pour cette population de jeunes adolescents, adultes, et pour lequel on va proposer cette vaccination. Alors, il a été montré que en fait, plus la vaccination se fait tôt, plus le système immunitaire va bien répondre. C'est pour ça que 3 doses et pas 2 doses pour les plus âgés. Et puis alors, il y a tout un... Je ne sais pas si vous avez lu un peu sur les rapports OMS qui viennent de sortir, mais qui montrent que, eh bien, il y aurait des possibilités à ce qu'une dose déjà protège. Voilà. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour tous les pays pour lesquels, de façon complètement complète, la vaccination ne peut pas se faire, et c'est important. Et puis la dernière chose qu'il faut savoir sur la vaccination et le traitement des cancers, eh bien, il y a, c'est en France dont je vous parle sur la vaccination, donc c'est 19 ans pour la population générale. On peut proposer des vaccinations aussi un peu plus tôt pour les enfants qui ont des problèmes d'immunitaire et en particulier en attente de greffe. Et puis, on propose pour les garçons, à ces âges-là, ce sont des hommes, ayant des rapports avec des hommes, une vaccination qui peut aller jusqu'à 26 ans. Donc, on voit bien qu'on propose une vaccination pour des populations qui ont un risque d'avoir rencontré quand même le papillomavirus. Parce qu'il y a de plus en plus de travaux qui sont menés à l'heure actuelle sur le fait qu'une vaccination sur des lésions précancéreuses pourrait avoir un effet sur la stabilisation de ces lésions et voir un retard dans le risque de transformation en cancer infectieux. Donc ça, c'est des travaux qui sont menés à l'heure actuelle dans différentes populations, différents pays, et qui seront très intéressants de voir. Mais on voit bien que dans les pays où on ne propose pas de remboursement de la vaccination, eh bien, dans ces cas-là, on propose même la FDA à accepter des vaccinations à plus de 30 ans même. D'accord.
Alors, il y a Candice qui nous demande si le dépistage et la prise en charge, donc le suivi dont on a parlé, colposcopie, et puis ensuite traitement par chirurgie et autres, sont si efficaces. Pourquoi vacciner si jeune? Il y a toujours, en fait, il y a beaucoup de craintes au niveau de cette vaccination, et elle se demande si on risque pas de sélectionner des HPV mutants. Non, On a- ça, c'est des vraies questions. Enfin, très intéressantes et que, évidemment, tout le monde s'est posé. Alors, pourquoi on vaccine? Parce que justement, tester d'aller chercher de la PCR et d'aller faire des frottis, d'abord la sensibilité, c'est-à-dire d'aller véritablement aller rechercher ben, on n'est pas à 100%. Ouais. Donc, on passe à côté de lésions. C'est comme inversement, la vaccination n'est pas à 100%. C'est pour ça qu'il est toujours très important d'aller faire des frottis et des tests HPV à la suite, même sur des populations vaccinées. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'il faut bien se rendre compte qu'il y a au moins 40% en France de la population féminine qui devrait être suivie, qui ne l'est pas. Donc, et puis, alors que il faut être un peu sachant et d'avoir les moyens d'aller voir son médecin généraliste, une sage-femme ou un gynécologue. Et vous savez très bien qu'on est en manque de gynécologues. Donc, pour aller faire son frottis régulièrement. Et il y a sur le plan général, une vraie question sur l'accès de toutes les catégories sociales à cette surveillance au niveau du col, parce que c'est pas si simple que ça, et il y a des populations de femmes qui n'ont pas du tout accès ou qui ne savent pas qu'il faut aller être suivies. Donc la vaccination permet quand même d'être le plus préventif de façon générale sur une population complète. Alors ça, c'est quand la vaccination d'une plus grande partie de la population est vaccinée. Alors pour le risque de la vaccination, alors moi je suis anapathe et ça me stresse toujours de parler alors moi, si jamais je pouvais ne plus diagnostiquer des cancers chez des patients alors qu'ils étaient évitables, j'avoue que enfin, voilà, la vie fait que malheureusement il y a suffisamment de cancers à côté pour que si on peut en éviter, ça aurait vraiment un sens. Alors, les risques de la vaccination à l'heure actuelle, il y a quand même, on en est à plusieurs dizaines de millions de doses de vaccins de vaccination fait chez des jeunes filles et des jeunes garçons. Le risque de faire un Guillain-Barré, c'est-à-dire une maladie immunitaire qui est réversible, existe. Il est rarissime et il est comme pour d'autres médicaments et pour d'autres vaccinations. Donc la vaccination contre le papillomavirus n'a pas fait de preuve d'être plus dangereux. Par contre, il empêche des cancers, ça c'est montré. Donc il y a certains pays qui sont très en avance sur la vaccination. Ah oui, et donc, oui, il y a même par exemple en Australie, le portage du papillomavirus est quasiment disparu parce que les filles et les garçons sont vaccinés. Voilà. Alors, est-ce qu'on fait un trou de ce qu'on appelle de sous-type d'HPV puisqu'on laisse la place et que la nature a horreur du vide? Ben, non. En fait, on n'a pas vu de recrudescence, et ça, c'est surveillé de très très près, bien évidemment. On n'a pas vu de recrudescence d'autres HPV ou la naissance de nouveaux HPV. On enlève juste ceux qui... Enfin, juste. On permet une non-contamination de ceux qui risquent d'entraîner un cancer. Puis on rappelle aussi que ces HPV-là ne provoquent pas que les cancers du col de l'utérus, et pour les cancers ORL, pour le coup, on n'a pas ce suivi aussi rapproché que pour le cancer du col.
Voilà, donc ça c'est très bien de le redire aussi. Il n'y a pas il y a pas de suivi systématique au niveau de l'anus. Donc c'est des personnes vivant avec le sida par exemple ou des patients ou les patients ayant des rapports d'hommes ayant des rapports avec des hommes. Donc ces populations-là de personnes sont éduquées à avoir un suivi plus important parce qu'ils ont un risque plus important. Mais pour autant, les populations, et en particulier chez les femmes, il n'y a pas de façon générale, et chez les hommes de façon générale, il n'y a pas de recommandations. Et puis d'autre part, de façon très importante, on est bientôt avec plus de cancers de l'ORL que de cancers du col. Et ces cancers ORL, il n'y a même pas de moyen d'aller chercher l'infection ou de détecter des cellules anormales. Donc, on est donc pour les ratios en France, hein, on est sur 3400 cancers du col de l'utérus, 30 000 lésions précancéreuses au niveau du col de l'utérus par an chez les femmes. Et on est bientôt à 3000 cancers ORL avec 80% d'hommes avec ces cancers pour lesquels on va les retrouver le plus souvent à des stades avancés, déjà métastatiques. Voilà. Donc, non, on ne peut pas, en effet, avoir des moyens de prévention et de recherche de cancers efficaces pour tous les cancers liés au papillomavirus. Et alors, si on connaît l'origine de... Alors, le HPV, il est responsable de quelle proportion de cancer ORL? Parce que pour le cancer du col de l'utérus, c'est quasiment la 100%. totalité. Et pour les cancers ORL, c'est quel pourcentage? Ça bouge, ça bouge et c'est de plus en plus. C'est-à-dire que et on a de plus en plus de cancers. C'est pas parce qu'on fume moins et on boit moins, ce qui est une très bonne nouvelle. Les campagnes de prévention ont joué leur rôle et ont permis de se prémunir de ces cancers liés à ces facteurs exogènes. Pour autant, il y a plus de cancers ORL et ces cancers de l'oropharynx. Et ces cancers de l'oropharynx sont... donc la proportion est passée en France de 25 et là, on est quasiment à 40. Enfin, 30, 35, 36. Voilà. Et alors, je ne sais pas si vous pouvez répondre à cette question-là, mais cette proportion ne pourrait pas justifier un dépistage organisé En fait, on n'a pas le problème, c'est qu'on a, bien sûr, mais on n'a pas la technique. Ah, pour faire des frottis on n'a pas trouvé les outils. Si on les avait, on les proposerait, mais non. Pour le Covid, on ne peut pas imaginer un bâtonnet, ça n'a pas encore son efficacité. D'accord. Alors, il y a Candice, alors si je ne me trompe pas, elle est professionnelle de santé. Hein, il me semble qu'elle m'a dit qu'elle était sage-femme. Voilà. Alors, je vous livre cette question. Informer les garçons de consulter lorsqu'ils ont des excroissances de peau et muqueuses sur le sexe. Ils pensent souvent que ce n'est rien et contaminent leur partenaire. Les généralistes ne regardent pas les patients hommes de la tête aux pieds de manière préventive. Est-ce qu'il y aurait un intérêt à alerter un peu les garçons Alors, les garçons qui ont des condylomes ou des verrues, en particulier au niveau du pénis, contaminent en effet de leur partenaire. Mais pour autant, ce qui est important de notifier, c'est que ce sont des papillomavirus de bas grade. Donc, mais pour autant, ils peuvent aussi être porteurs, et ça ne se voit pas, de lésions, d'HPV 16 et 18. Et c'est cela qui risque de poser un problème. Ok. Alors, vous avez mis en place une consultation pluridisciplinaire à l'hôpital Georges Pompidou. Elle consiste en quoi et pourquoi elle est pluridisciplinaire? Pourquoi c'est important que ce soit pluridisciplinaire pour ces cancers-là?
Alors, en fait, on s'est rendu compte qu'on parlait tous, c'est en discutant avec les chirurgiens, et donc c'est un projet qu'on a eu tous ensemble, mais avec des chercheurs, mais aussi avec des immunologistes, avec des biologistes, des virologues. En fait, on s'est rendu compte qu'on parlait tous d'un même virus, et chacun de nos patients, mais on ne parlait jamais du risque d'avoir un cancer dans une autre localisation que là où il y a le cancer, ou de lésions, ou un portage. Et surtout, il y avait très, très peu de données. Et puis, on s'est rendu compte aussi au contact des patients. Et ça, c'est très important en voyant la littérature aussi, qu'il y a une espèce de phénomène de culpabilisation qui n'a pas lieu d'être. On n'a pas à culpabiliser quand on a un cancer. On n'a pas à en faire une maladie honteuse parce qu'on a un cancer au niveau du col de l'utérus. Et il y a un côté un peu, alors je le dis de façon douce, mais un peu genrée, c'est un cancer des femmes, et en plus c'est contamination sexuelle, donc enfin. Et puis là, alors ça, les choses ont complètement changé d'abord parce que il y a beaucoup d'hommes beaucoup d'hommes. Parmi les cancers de l'oropharynx, ce sont principalement des hommes, donc on voit bien que et que dans une sexualité ou hétérosexuelle, il y a une contamination entre des hommes et des femmes, ou même homosexuels, il y a des contaminations hommes, donc il n'est pas question enfin, oui, déjà si on pouvait apporter cette question-là sans genrer la problématique, c'est important. Alors, pour revenir sur la consultation, on propose aux patients qui ont eu un cancer, et aux patientes, qui ont eu un cancer lié au papillomavirus, peu importe la localisation du cancer, quand c'est traité. Parce qu'il y a un moment donné, on est en train de se poser des questions sur la prise en charge, le traitement, et ce n'est pas le moment de se poser, de leur expliquer ce que c'est que le papillomavirus, de leur expliquer que on ne sait pas tout, mais que si elles sont volontaires, on va les inclure pendant 7-8 ans, leur demander une fois par an de venir, on leur fait des prélèvements et on regarde l'évolution des prélèvements et de regarder s'il y a des lésions qui apparaissent. Alors, parfois, on a des portages où on a des lésions qui vont apparaître. Et puis, on ajoute à ça deux choses. Un, ils sont dans une communauté. Donc, les associations de patients, c'est très important. Et de pouvoir, on les reçoit une fois par an et on leur dit où est-ce qu'on en est dans notre recherche. On discute comme on est en train de discuter aujourd'hui pour dire que il y a des choses que peut-être que je dis aujourd'hui qui seront fausses demain, mais enfin ça c'est avoir l'humilité et puis apprendre la prudence. Et puis enfin, savoir que dans tout ça, il y a des possibilités aussi de prise en charge psy, parce que qui sont spécialisées dans la prise en charge des cancers, parce que il y a des culpabilités, il y a des angoisses sur la contamination, sur la protection du conjoint, des enfants, et plein de questions qu'on peut se poser et qu'on n'ose pas poser, ou alors on va sur Internet et on voit des choses extrêmement angoissantes. Donc voilà, c'est de pouvoir avoir accès aussi à des médecins qui ont l'habitude de ça. Et puis enfin, de participer à un protocole de recherche pour pouvoir donner des recommandations. Alors notre consultation, elle existe à Pompidou, mais maintenant on l'a étendue à Bichat. Et puis surtout, il y a d'autres hôpitaux qui se sont emparés de la question, et sur le plan national, on est en train de bouger les choses. Donc, j'espère qu'un jour, l'Institut national contre le cancer va nous accompagner pour pérenniser cette prise en charge, parce qu'on voit bien qu'il y a quand même un poids lourd de ce portage de ce virus qui est présent et qui peut entraîner des angoisses qu'on peut accompagner. Mmh. Et ces consultations, elles sont ouvertes aux patients en dehors de Pompidou? Non, en fait, pour l'instant, notre vœu, ça serait vraiment de trouver les moyens que nous n'avons pas pour l'instant, parce qu'on rentre un peu dans aucun cadre, donc c'est compliqué. Ouais. Donc, c'est des patients, pour l'instant, on a restreint à des patients qui sont suivis dans les hôpitaux qui le proposent, donc en l'état pour l'hôpital Georges Pompidou, et c'est des suivis de patients pris en charge pour l'hôpital. Mais bien évidemment, ce qu'on voudrait, c'est que ça soit élargi de plus en plus aux différents hôpitaux pour qu'il y ait une prise en charge optimale.
Alors, vous le disiez, hein, quand on est infecté par un HPV, et notamment ceux de haut risque, donc 16 et 18, on a toujours peur du coup de transmettre le virus à son partenaire, ou peut-être, par exemple, si on l'a détecté au niveau du col, je ne sais pas, s'auto-contaminer au niveau des muqueuses ORL. Là, il y a des recommandations à donner ou, Alors, en fait, en dehors de dire que la contamination, elle a eu certainement lieu au moment de la rentrée dans la vie sexuelle. Alors, bien sûr, hein, il peut y avoir des recontaminations au moment de changement de partenaire, parce que, voilà. Il n'y a aucune recommandation pour demander à ce que les rapports sexuels, alors la capote et le préservatif peuvent jouer un rôle de prévention. Pour autant, c'est un petit virus et on l'a dit, les préliminaires peuvent être aussi contaminants. Mais il a été montré dans plusieurs publications que l'utilisation éventuellement d'un préservatif, de toute façon à utiliser pour toute prévention d'un risque d'IST, donc maladie sexuellement transmissible, bien sûr, peut avoir un rôle, mais n'est pas satisfaisant à 100%. Alors, quand on a un cancer et qu'il est lié au papillomavirus, il n'y a pas vraiment de prolifération du virus. Le virus a transformé les cellules, mais le risque de contamination n'est pas... C'est au moment d'une infection, si elle est très importante, éventuellement de ne pas avoir toutes les pratiques, mais il n'y a aucune recommandation et ça doit rester à la discrétion du couple. Donc, il ne faut pas s'arrêter d'avoir des rapports sexuels parce qu'on a eu une contamination. En tout cas, encore une fois, sur le plan de la santé publique. De la santé publique et des recommandations des infectiologues, il n'y a pas de recommandation. Alors, vous voyez du coup beaucoup de personnes lors de vos consultations. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du HPV. C'est quoi celles qui reviennent le plus? Si on pouvait justement faire un petit tour des idées reçues et pour essayer d'un peu les balayer. Oui, alors on a un site qui s'appelle et donc on a des questions et surtout on a proposé une foire aux questions. Et on se rend compte que, en fonction de la façon dont les questions sont faites, alors de façon, les fausses idées, c'est sur le fait que on ne peut plus avoir de rapport sexuel quand on est avec le papillomavirus. Bah, si. Les fausses idées, c'est c'est toujours très compliqué parce que ça va toucher non seulement le risque et le stress que ça induit d'avoir un cancer, mais aussi l'intime, dans qui m'a contaminé, mon mari, ma femme m'a trompé, mon conjoint voilà. Donc ça, c'est des choses qui sont très compliquées et en fait, il faut savoir qu'on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que si on sait qu'on est contaminant, essayer le moins possible de contaminer, ça fait partie des règles qu'il faut savoir. Mais par contre, et donc il y a des couples qui peuvent se déchirer à l'annonce d'un cancer sur le papier ou des angoisses et des culpabilités qui n'ont pas lieu d'être parce que finalement, la personne avec qui on est n'est pas nécessairement celle qui a contaminé. Voilà. Après, les risques il y a des mamans qui sont très angoissées et qui ne veulent plus utiliser la même serviette de salle de bain et culpabilisent si jamais. Voilà. Donc là, il y a rien de prouvé sur en tout cas, c'est pas demandé et à ce jour. Encore une fois, je vous l'ai dit, peut-être qu'on va améliorer nos connaissances. À ce jour, il n'y a aucune recommandation et il ne faut pas s'empêcher d'embrasser un bébé, il ne faut pas s'empêcher de vivre et voilà. Et autour de la vaccination aussi, il y a beaucoup des reçus. Oui, alors ça, c'est sur la vaccination, on l'a ébauché sur le risque de la vaccination. C'est un risque
comme n'importe quel médicament. On connaît aussi les bénéfices. Voilà. Le risque, encore une fois, il est maintenant mesuré sur des cohortes de millions de personnes. Il est faible à modéré. Modéré, c'est des maux de tête, des sentiments de vertige, des faiblesses, voilà. C'est la littérature qui dit, hein, c'est pas, Oui. il y a même eu une publication Cochrane qui est quand même reconnue pour être très partiale, enfin, ou plutôt enfin bon, très indépendant et impartial et indépendant, eh bien, enfin, souligne le fait que ces vaccinations, voilà. Il y a un pays qui a arrêté ces vaccinations assez tôt, qui est le Japon. Pour justement une alerte, un risque. Et là, ils reprennent de façon massive les vaccinations chez les jeunes. Donc, encore une fois, il y a des pays qui vaccinent de façon très importante. En Europe, alors je vais citer l'Australie, mais en Angleterre, où on est en train de montrer qu'il y a moins de cancers, et qu'il y a moins de lésions. Et puis, comme l'a dit Candice, il y a aussi des petites lésions qui peuvent aussi embarrasser la sexualité, parce qu'un jeune homme qui arrive avec plein de virus sur le pénis, c'est pas très agréable. D'avoir des condylomes, c'est pas très agréable non plus, pour les hommes et pour les femmes. Donc, tout ça est dans la vaccination. Hein, maintenant, la recommandation, c'est sur un non-avalant. Il y a 2 HPV de bas risque et 7 HPV de haut risque qui sont ciblés par cette vaccination. Et dans les bas risques, il y a le 6 et le 11 qu'on retrouve le plus souvent dans les lésions bénignes. D'accord. Alors, j'ai aussi une question, c'est que si on s'est fait tester, parce que si on a plus de 30 ans, par exemple, on a eu le test HPV et qu'on n'a pas les HPV de haut risque, est-ce qu'on peut se faire vacciner en tant qu'adulte pour justement éviter un cancer du col de l'utérus? Alors, on considère qu'il y a eu une contamination supputée à un moment, puisque l'image, elle est à un temps T, de non-portage et de non-chronisation éventuellement d'une infection. Mais pour autant, les recommandations à l'heure actuelle sont que la vaccination se fait avant Les premiers rapports 19 ans, enfin les premiers rapports sexuels. Après, encore une fois, il est intéressant de voir que la FDA propose des vaccinations à plus de 30 ans. Donc, on va bouger là-dessus et puis les choses vont en permanence évoluer et permettre de regarder si une vaccination est licite. Très bien. Peut-être une dose, hein, mais Oui. pour l'instant, ce n'est pas les recommandations. D'accord. Alors, je regarde les questions, je crois qu'on les a toutes posées. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? Il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce webinaire. De dire qu'en ce moment, il y a une campagne très importante de patients et de patientes qui ont des cancers. Donc, c'est toutes les associations liées à des cancers ou des maladies comme la papillomatose laryngée, qui est une maladie extrêmement invalidante qui peut même entraîner la mort, ou par transformation cancéreuse ou par étouffement de jeunes. Alors, c'est très rare, mais ça existe. Alors, toutes ces associations-là se sont mis ensemble pour monter une nouvelle association d'associations qui s'appelle Demain sans HPV. Et je pense que c'est très important de les écouter parce que quand un médecin parle et dit moi j'aimerais bien avoir moins de cancer, bon, très bien, mais quand c'est des patients qui parlent et qui racontent leur chemin de vie, de douleur, de culpabilité, on parle de patients jeunes qui
cancer du col, ça peut commencer à 20 ans, mais c'est 35 ans, 40 ans. Normalement, on a toute la vie devant soi et qui le disent très bien si on peut, vraiment, si on peut protéger les populations, de faire ça et puis d'alerter sur le fait que ces cancers, il faut en parler et qu'il y a des cancers ORL et qu'on ne le dit pas assez. Et quand moi j'ai commencé à travailler dessus, il y a 20 ans, on me regardait complètement à croire que j'étais un peu folle. Je n'étais pas toute seule, hein, bien évidemment, mais pour que ça soit reconnu, pour que ça soit identifié, voilà. Donc, écouter ce que disent les patients sur leur chemin de vie, sur leur interrogation et ce qu'ils veulent partager, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement fort parce que je pense qu'on va réussir à faire bouger les lignes sur ce sujet qui a une difficulté adjointe au fait de parler d'un cancer qui touche des parties intimes et qui touche la sexualité. Voilà. Mais c'est à plusieurs et merci à Rose Up aussi de mettre en lumière cette nécessité d'avoir un discours, en tout cas d'informer sur à l'heure actuelle en recherche et qu'il y a des recherches actives pour que ces cancers soient mieux pris en charge, mieux détectés. Et bien évidemment, le jour où on aura une meilleure détection et qu'on pourra, on ne vaccinera plus. Et puis c'est tant mieux. Enfin, je veux dire, je ne peux pas le dire autrement. Très bien. Oui, en effet, Rose Up a toujours eu pour parti pris de briser les tabous. L'important, c'est d'en parler et d'informer les principaux intéressés pour qu'ils pour qu'ils prennent leurs décisions de façon éclairée. Merci à celles qui ont assisté à ce webinaire. Je vous rappelle qu'en adhérant à notre association, vous pouvez aussi participer à des ateliers en petits groupes et des ateliers plus pratico-pratiques, on va dire. Merci encore une fois, professeur Badoual, de vous être prêté au jeu des questions-réponses. Je rappelle que vous aviez aussi fait un webinaire sur la biopsie qu'on peut retrouver sur notre chaîne YouTube. Merci encore à vous pour vos réponses très précises et très claires. Et merci pour ce que vous faites. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.